Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre, consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP et de la Jeep Elite. Pour ce nouveau numéro, notre invité n'est ni plus ni moins que la voix du Limoges CSP sur France Bleu Limousin. J'ai nommé Jérôme Osterman. Jérôme, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jean-Christophe, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Et notre spécialiste basket du Populaire du Centre, Kevin Cao. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, au sommaire de ce CSP Time, il sera question du bilan du Limoges CSP de cette saison ratée. C'est ce qu'on essaiera d'expliquer. Et on parlera aussi du sportif, des joueurs, du staff et des dirigeants. CSP Time, saison 4, épisode 10. C'est parti. Donc messieurs, on commence. Premier constat, il est implacable. Le Limoges CSP a raté sa saison. Êtes-vous d'accord, oui ou non, avec ça, Jérôme ? Si on regarde les objectifs fixés en début d'exercice, à savoir passer le premier tour de la Basketball Champions League, échec, finir au moins dans le top 8 du championnat de France de basket, échec. Donc forcément, cette saison, elle est ratée très clairement du côté du Limoges CSP, si on regarde essentiellement le terrain et le sportif. Kevin, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Mais je voulais rajouter qu'elle est d'autant plus ratée qu'au regard de l'effectif du Limoges CSP en fin de saison, donc c'est-à-dire qu'avec les arrivées de Massiège Lampé, qui a été l'un des meilleurs intérieurs d'Europe il y a quelques années, et de Bruno Caboclo, qui est un des meilleurs potentiels, enfin qui a un immense potentiel, ce garçon. La saison est d'autant plus ratée. Peut-être que si on avait regardé l'effectif il y a quelques mois avec Benoît Mbala, Benoît Mbala exactement. Bon, il y avait de Marcus Lesson, donc la balance inverse, mais on aurait dit oui, l'effectif du Limoges CSP était limité, peut-être qu'il manquait un ou deux joueurs. Là, on avait beaucoup de talent, notamment dans la raquette, et on peut dire qu'elle est ratée au regard de l'effectif que tu avais cette saison. Enfin, en fin de saison, quoi. Ouais, Jérôme, justement, par rapport à ce que dit Kevin, deux joueurs NBA qui arrivent à un moment clé de la saison quand même, hein, au moment où on peut encore basculer dans le top 8 où on y est, et puis faire une grosse fin de saison. Accident industriel, on en est presque là, non ? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus top 5 des budgets quand même, le Limoges CSP Ouais, aussi. alors accident industriel, je sais pas, mais accident de parcours, ça c'est une certitude. J'ai resté mesuré. Mais d'abord, Demarcus Nelson, il a cité Demarcus, Kevin. Moi je pense, et même s'il avait un âge assez avancé, 36 ans, si je dis pas de bêtises, voilà, son départ a fait énormément de mal dans une partie cruciale de la saison, puisqu'ils étaient au beau milieu de la Basketball Champions League. C'est un risque qu'a pris le club, il l'a assumé, puisque dès l'été, ils savaient qu'il y avait cette possibilité que le joueur parte. Et ils se sont tous mis d'accord, ils ont dit ok, on espère évidemment que tu vas rester au bout, d'ailleurs je crois qu'il avait signé 2 ans, avec cette possibilité pour des histoires personnelles de devoir repartir aux États-Unis en décembre. Finalement c'est ce qui s'est passé, donc pari perdu on va dire, hein, par le club qui a quand même pris un risque important je trouve à ce niveau-là, même si évidemment avec Demarcus Nelson dans l'effectif, il se donnait des vraies garanties sportives à la main. Malheureusement il est parti et ça a causé beaucoup de dégâts derrière. Speedy Smith est arrivé, a fait un peu ce qu'il a pu, a eu du mal à répondre aux attentes en termes de niveau. Il n'avait jamais joué dans un championnat aussi relevé, même si on est loin d'être dans le championnat le plus relevé d'Europe. Donc là, une bonne partie de l'échec, je pense, est à chercher de ce côté-là, le départ de Marcus Nelson et le fait de ne pas avoir suffisamment bien compensé derrière. Et puis un après, risque sur un poste clé en plus. Ah oui, poste de meneur. Clairement, la saison a basculé là. Hein. Franchement, je pense. Et après, il y a la blessure de Jerry Boutielé, le fait que Roméo Trévis aussi se blesse. Ouais. Qui est arrivé en cours de saison, mais il n'est pas resté très longtemps. D'où les arrivées cumulées à très peu de temps d'intervalle de Bruno Caboclo puis de Mathieu Lampé. Le truc, c'est que quand ils sont arrivés, ils avaient toute leur place. Il n'y avait pas trop à réfléchir en termes de hiérarchie, de temps de jeu. Et ça se passait bien. On sentait que l'équipe était sur une phase ascendante, avec du sang-frais, beaucoup de talent. Les fondamentaux de Mathieu Lampé nous a régalé sur les premiers matchs. Des masterclass. Un peu la folie de Bruno Caboclo, l'insouciance, c'était top. Et puis après, c'est pas la faute à Jerry Boutielé, pas du tout. Mais quand il est revenu de blessure, le coach a voulu très vite lui redonner son statut entièrement avec un temps de jeu énorme, et j'ai l'impression que c'est là où tout s'est un peu déréglé et qu'en tout cas en termes de cohésion et de collectif ça l'a pas fait, alors qu'on espérait tous avec tout le talent qu'a souligné Kevin tout à l'heure que la mayonnaise allait prendre et que ça allait être vraiment sur une pente ascendante jusqu'en fin de saison pour faire les playoffs et pourquoi pas y jouer un rôle, etc. quoi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'au retour de Géry, parce que Nico c'est quand même sur un autre poste, Nicolas Lang, c'est pas pareil. il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Alors est-ce que c'est uniquement la faute au coach qui n'a pas su mettre en musique tout ça? Est-ce que les joueurs ont aussi leur part de responsabilité? On y reviendra. Je voulais aborder peut-être le point du mental de cette équipe. C'est un point qu'on a abordé plusieurs fois dans notre émission. On a le sentiment que c'était une équipe de bons gars qui étaient bien ensemble, mais il manquait une petite flamme.
Il a dit, Jérôme, dans un de ses tweets, il a mis de gentils, de bons gars, mais pas de requins, c'est ça? T'avais dit, Bah, c'est c'est un peu pour résumé. Hein. Pour reprendre à moitié la formule de Laurent Ciara, Laurent des dauphins, t'en fais pas des requins. Ouais. Et en effet, je pense qu'il n'y avait pas de requins dans cette équipe. Mais je crois que c'est une volonté aussi au départ de recrutement, que ce soit Crawford Palmer, le directeur sportif, Mehdi Marie, le coach, ils voulaient des bonnes personnes. Que c'était important d'avoir un groupe de gens sains. On se rend compte, c'est pas qu'il faut des gens malsains dans un groupe, mais des gens qui ont un énorme caractère. Nobel, Bungu Kolo. Mais si on se rappelle Il s'est 2014, frité à peu près avec tout le hein, monde, que ce ouais. soit au club ou dans l'environnement, en tout cas la presse. Mais au final, c'est le genre de gars qui te tire vers le haut dans des Voilà. moments difficiles. et, Plus que de mental, je pense qu'il a manqué quelqu'un pour stabiliser tout ça, pour ce qu'aurait pu être de Marcus Nelson, c'est-à-dire que à chaque fois que le Limoges CSP prenait un éclat cette saison, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont très peu, peut-être à Rouen, ils ont gagné, ils ont très peu relevé la tête en fait. Il manquait peut-être quelqu'un, un cadre pour dire bon ben, ok, c'est pas grave, on vient de prendre 10 points d'affilée, mais on va prendre un temps mort, on va faire une respiration, on va repartir sur d'autres systèmes, des systèmes plus longs et tout. C'est bon, on avait de l'avance, tu vois. Je pense qu'il manquait quelqu'un pour cadrer tout ça, enfin, quelqu'un de stable en fait pour stabiliser émotionnellement cette Après, équipe en fait. le joueur, c'est pas lui qui va poser le temps mort. Oui, Mais d'accord. Demarcus, je te rejoins dans le sens où quelqu'un Je qui mets met le le ballon ballon en sous la- main, sous- dans la gestion du ballon et du rythme, va savoir faire ce qu'il faut au bon moment, quoi. Mais Et Roméo Travis arrive un peu pour ça. Il nous est vendu un peu comme ça, hein, aussi, comme un leader qui n'y Vocal, avait ouais. pas dans le vestiaire. Bon, finalement, ça. d'ailleurs, comme un Ça- Petro, je pense que sur le terrain, son apport a quand même été limité. Mm. D'autant qu'il Mais n'est pas dans le resté vestiaire, très- il dans le avait vestiaire, fait- il a certainement ouais. dû apporter certaines choses, ouais, certainement. Mais de toute façon, on en revient à l'équipe de 2014. En janvier, il ne fallait pas oublier qu'ils étaient prêts de virer Alex Acker, hein. On commence à être nostalgique, hein, Ouais. déjà. Ouais, mais ça s'entendait pas trop quand même, hein, à Et- l'époque, hein. Mais Alex Hacker, bon là on digresse un petit peu, mais moi je me souviens à l'antenne de France Bleu Limousin, je l'appelais le Plot de la DDE parce qu'en défense il faisait aucun effort. On disait c'est pas possible, un joueur majeur comme lui qui défend pas, Ouais. c'est juste pas. Des fois Scrub c'était un peu ça, hein, d'ailleurs. Hein, Ouais, c'était ouais, ouais. on en reparlera peut-être. Mais Alex Hacker, d'ailleurs comme toute l'équipe, hein, quand il décide de se mettre en mode playoff, Ah derrière, ben après, il est voilà. finale et il défend le plomb, quoi. Ils sortaient Bon. peut-être pas beaucoup ensemble, mais au moins, quand ils ont décidé de jouer Et puis, ensemble, il y avait des ça a été- caractères. Donc, Ah c'est ben, vrai que là les gars ils sont adorables. Hein, tous ouais. ceux qui Avec étaient là, J.K. franchement, Edwards et tout. mais là cette année, je veux Mm. dire, c'est vraiment des personnes. mais il a manqué. Nous, on c'est- aime bien en tant que journaliste Ouais. travailler avec des personnes où tu sens qu'il y a du respect, que les gens sont Mm. plutôt intelligents, posés et tout. Mais ouais, Il a ça manqué, manquait peut-être un petit peu. Ignac, une bascule mentale à un moment qui quitte à fait que avoir un cette peu plus équipe. de caractériel. ouais. Peut-être que les coachs ils aiment moins ça, mais quelque part, si tu apportes plus de force collective et encore plus d'ambition derrière. Mm. Et de niaque, je pense qu'en définitive, il y en a besoin, quoi, un petit peu. Individuellement, il y a quand même 2 joueurs, au moins, qui sont sortis du lot. 3. Alors voilà, j'hésitais sur le troisième. trois. Alors pour moi, les deux, c'est Boutielé et Lang. Ouais. Et après, Phil Scrub avec un peu plus d'irrégularité, mais parce qu'on a peut-être beaucoup tiré sur lui aussi. Hein. Mais il finit avec une épaule en moins, Phil Scrub. Ouais. Donc je vais rebondir sur tes propos. Phil Scrub, il finit avec une épaule en moins et aussi il a eu une mauvaise période quand il était au Canada. Enfin, il a joué pour le Canada. Et je pense qu'il est revenu cramé de cette fenêtre internationale. Ouais, il a eu Donc- un creux là. À un moment, donc, ouais. Oui, pour moi, il y a 3 joueurs qui sortent du lot. Nicolas Lang qui sort la plus belle saison de sa carrière. Je crois qu'il termine à 15,8 d'évaluation de moyenne et à 15,8 points de moyenne, donc ce qui est extraordinaire. Jerry Boutielé qui a confirmé, je crois qu'il est passé de 10 à 15 d'éval cette saison. Donc il continue sa progression, il a des envies d'Europe. Et ouais, Phil Scrub, je le mettrais dans le top 3, dans les 3 parce que si t'as pas Phil Scrub cette année, c'était ton seul créateur sur le terrain, il te faisait des passes, il t'a mis même s'il n'a pas été décisif en début de saison, il t'a fait gagner le match 2 fois de Cholet, si je dis pas de bêtises, au moins une fois déjà Cholet. À Cholet, et puis il en met un autre il met un autre buzzer beater. Oui, exactement le même. Euh, en plus, c'est Oui, un exactement le même. copier-coller, c'est pas Rohan. Je sais pas, mais Non, il te fait Rohan, gagner 2 tu matchs gagnes, en tout cas. ouais. Mais ouais, je finirais sur Scrub qui quand même a été à la hauteur de tes attentes dans le fait de joueur étranger, créateur, enfin, oui. Moi, je suis un tout petit peu nuancé. Oui, Ouais. Scrub, évidemment, heureusement qu'il est là cette année et tout. Il est hyper important dans ton équipe. Joueur très intelligent. Mais après, en fait, c'est pas que c'est pas de sa faute, mais il a eu tellement de responsabilités. Il a eu tellement le ballon entre les mains, donc Ouais. forcément plus exposé à perdre le plus de ballons. Mm. Alors qu'on attend d'un gars comme ça qu'il en perde le moins possible. Mais parce Les qu'on deux avait qui en peut-être pas de perdent le meneur plus, aussi. Bah, les deux qui en perdent le plus, c'est Speedy Smith et c'est Et Phil lui. Scrub. Je crois que c'est Mm. un peu plus de 4 pertes de balles par match, Ouais. quelque chose comme ça. Mm. C'est aussi ceux qui te font le plus de passes décisives. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu trop de ballons perdus malgré tout.
Et en même temps, à ses dépens, c'est qu'il a tellement eu de responsabilités, tellement le ballon en main, qu'au bout d'un moment, à être trimballé à un moment du poste 2 au poste 1, énormément de responsabilités, alors qu'en plus l'équipe souffrait. Donc je pense qu'avec on parlera de l'avenir de l'équipe plus tard, mais un meneur dominant à ses côtés, là il serait plus dans le confort, quoi, et il aurait moins de déchets. Et après derrière, je trouve qu'il a un peu trop voulu forcer la décision, mais le coach en a fait son joueur, c'est-à-dire le joueur à qui on donne la balle à la fin quand c'est serré à la fin du match, c'est pour Phil Scrubb. On l'a vu, il y a quelques matchs au début où il essayait de partir en pénétration pour finir avec un panier à 2 points. Il a eu 2-3 échecs, notamment à Châlons en Champagne. Et derrière, non, il a été clutch avec ses fameux poses d'écran poste haut. Il passe derrière l'écran, se décale sur l'aile, shoot à 3 points sur une jambe. Et là, il en a mis 2 ou 3 comme ça, fantastique. C'est à Châlons, je crois, le deuxième. On cherchait Châlons-sur-Saône. Ouais, bah ça doit être Je ça. crois que c'est ça, exactement. Cholet et Châlons-sur-Saône. Alors, il l'a très bien fait à certains moments, mais il y a des fois où il prenait des responsabilités seul, alors qu'il restait du temps à jouer, et il se mettait à jouer tout seul. En fait, il a un peu trop voulu porter l'équipe et de manière un peu trop insistante. En fin de match au Portel, il a fait aussi comme Et ça. là, ça a manqué un peu de lucidité. Alors peut-être qu'il était peut-être un peu trop seul pour assumer les responsabilités en fin de match. Mais voilà, on a, évidemment que c'était Phil Scrubb à qui il fallait donner le ballon à la fin, mais des fois, il en a un peu trop fait. Voilà, donc c'est pas parfait, mais heureusement qu'il était là, oui, évidemment. Quoi. Bon, donc là, on vient de parler des satisfactions. On va parler des déceptions. On en a un peu plus là quand même. Je vous cite Marcus Gignard, Speedy Smith, Hugo Evernizzi, Ludovic Beyerst. Moi, j'y mettrais aussi peut-être Tim Krusel, Grismet-Pommier, c'est un cas un peu particulier. Ça fait quand même beaucoup quand même. Hein. On a un chiffre intéressant, après je laisserai la parole à Jérôme, c'est que le Limoges SP avait misé sur la stabilité à l'intersaison. Ils ont gardé 8 joueurs. On l'a dit, de Marcus Nelson est parti. Ensuite, ils ont invité à Benoît Mbala à partir parce que Romo Travis était arrivé. Et donc ça veut dire que sur les 6 joueurs qui ont disputé l'intégralité de la saison, il y en a 4 qui ont une moins bonne éval que l'an dernier. Bien sûr, on me dira que peut-être qu'ils n'ont pas eu forcément le même temps de jeu, pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes joueurs à côté, mais par exemple, Ludovic Billard s'est passé de 10 d'évaluation à 2 d'évaluation. Krusel, je crois que c'est de 1,5 à 1,3, donc c'est pas énorme. Invernizzi, il a bien baissé, je ne sais plus exactement. Mais oui, en l'occurrence, ces 4 joueurs, je pense qu'ils ont pas fait la saison qu'on attendait d'eux. Et Marcus Gignard a dû baisser aussi bien moi j'avais trouvé très intéressant Gignard et Beyers l'an dernier, je les avais trouvés très prometteurs et ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils avaient montré l'an dernier pour moi, ces deux-là par exemple. Quoi. Ça fait trop de joueurs qui, entre guillemets, ratent leur saison quand même, Jérôme. Alors déjà, pour moi, si on parle de vraiment rater sa saison, parce qu'après il y a les circonstances collectives et tout ça, Marcus Gignard, il est super sympa et tout, le personnage, machin. On sait qu'après, autour, ça commence à un peu penser qu'il est plus influenceur sur les réseaux sociaux que basketteur. C'est un peu dur, mais c'est un peu vrai cette année. Quoi. Il y a un moment, après, il peut ne pas avoir trop été mis dans les meilleures dispositions. Peut-être qu'il le pense, j'en sais rien, par le coach. Il peut se dire ça. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut quand même assumer le fait que tu as prolongé 3 ans. On n'a pas l'impression qu'il y a eu une implication maximale en fait, de sa part. Ou alors, quand il a vu son statut baisser, je suis pas sûr qu'il ait réagi de la manière à regagner de l'estime vis-à-vis de son coach. Quoi. C'est à lui, après, au moment donné, à envoyer des signaux à son entraîneur de dire mais non, moi je veux regagner du temps de jeu, regagner des responsabilités. J'ai l'impression que non, il était plus boudeur qu'autre chose finalement, et pas impliqué à la hauteur d'un joueur que le club signe 3 ans. C'est quand même une énorme marque de confiance quoi, et de responsabilité. Surtout à un âge assez avancé quand même. 2 ans. Après, et après, la question, on peut se dire, est-ce que la saison dernière, il n'a pas atteint le maximum de ce qu'il pouvait faire? Est-ce que là, cette année, il est clairement en dessous de ce qu'il peut faire et qu'il y a certainement un juste milieu vis-à-vis de Marcus Gignard? En tout cas, s'il doit rester, parce que on sait très bien que les contrats, ça peut se délier. S'il doit rester, le club est largement le droit d'en attendre beaucoup plus de sa part, quoi, que ce soit Mehdi Mari ou pas sur le banc. À la limite, il a fait la saison qu'on croyait qu'il allait faire l'année dernière quand il avait été signé, parce que il n'avait pas forcément. C'était peut-être un peu un mirage, mais moi j'espère qu'il est capable de reproduire ce genre de saison. Après Hugo Invernizzi, ça a été la tête de Turc. Le truc, c'est que c'est un shooter à la base, donc tout le monde en attend des points à 3 points, des points. Je pense que très rapidement, il n'a pas été dans l'adresse. Qu'il a eu de moins en moins de tickets shoot, de moins en moins de responsabilités à ce niveau-là. Après, moi, je suis désolé, et c'est un peu comme Mathieu Marot, qui l'a aussi défendu. On n'est pas son avocat, on n'est pas son ami, on n'est pas son agent. Mais au bout d'un moment, quand on regarde bien les matchs, il n'y a pas que le scoring au basket. Il faut aller au rebond, il faut être dans le collectif pour mettre en
en valeur ce collectif et donc ses partenaires. Il y a la défense, mine de rien, il défend quand même, Hugo Invernizzi. Oui, mais comme tu disais, Donc, c'est un shooter. Et quand on voit un shooter qui refuse un shoot et qui préfère faire l'extra passe, là, il y a un petit quelque chose qui. Je suis d'accord sur ce Voilà. point, et c'est un point important. Je ne Voilà. dis pas qu'il a fait une bonne saison, mais Mm. par contre, est-ce qu'il mérite d'être massacré et d'être la tête de turc de beaucoup de monde? Moi, je trouve que c'est un petit peu sévère, quoi. Ou alors, il y en a d'autres qu'il faut regarder de près aussi. Effectivement. Pas seulement Après, Hugo Invernizzi, quoi. il y a sa tête qui a dépassé un peu aussi Ouais, et à un puis en moment de la plus- saison. Et puis il a son Donc, côté grande gueule, c'est-à-dire voilà. qu'après, Oui. mais c'est là où, Euh, mais même nous journalistes, mais les supporters aussi, moi j'ai une âme de supporter, vous le savez, on est un peu schizo des fois. C'est-à-dire qu'on a envie qu'un joueur ou quelqu'un sportif soit pas langue de bois, dise ce qu'il pense, de sorte de 3 punchlines, et puis quand il le fait, ouais non mais là il l'ouvre un peu trop, il va trop loin, machin, faut savoir ce qu'on veut. Après Après, Hugo, en et tant je- que journaliste, on était ravis de Ouais. de sa sortie. Après, Après, effectivement, Hugo, il moi prend j'ai des eu, risques, j'ai eu lui. une tendance, je crois que j'ai un peu évolué, mais j'ai eu une tendance beaucoup à être comme ça, c'est qu'il l'ouvre de la mauvaise manière et au mauvais moment. Et c'était pas le bon Et timing. donc c'est le meilleur moyen pour voilà. vous faire flinguer Ouais. derrière, quoi. Donc Ouais, voilà, ouais. ça l'a pas aidé, Non, non. mais moi je pense que c'est quand même un bon joueur de basket, quoi. Voilà. Ouais. T'as oublié dans les saisons ratées, on a oublié de parler de Speedy Smith quand même. On en Là, a si parlé- je l'avais dit, Ah, j'avais dit on Speedy l'a Smith. Ouais. dit, c'était. Il te fait gagner 2 matchs aussi, Ouais, les deux contre Bourg. Les deux marques de Bourg, mais sinon. Mais Quel coup d'éclat! Il arrive, premier match, on va perdre, il te met ce petit tir ligne de fond presque derrière Ouais. le panier là, côté droit. Un buzzer beater réellement où il devait rester Non, un mais, dixième ouais, derrière. alors, c'était. Ou c'était le buzzer beater, je sais Ouais, pas, moi, je crois que c'était un vrai Puis buzzer le beater. match, tu te dis, wow, magnifique, magnifique. Et puis derrière, est-ce que c'est une saison ratée? Enfin, il avait jamais joué dans un championnat de ce niveau-là. Non, mais Donc, où est-ce que c'est un recrutement raté, souviens-toi quoi, au du bout d'un premier match contre Bourg. Il fait un match un peu dégueulasse Oui, quand même. ouais, quoi. il est pas extraordinaire. Il le sauve uniquement Voilà. sur son shoot. Et hein, même Mehdi Marie avait dit il défendait pas, je voulais le sortir au dernier carton. Voilà, Et donc, ouais, il nous. Moi, crois j'ai eu l'impression qu'il a fait le match par rapport à son niveau et il le sauve sur. Il a eu 2-3 coups d'éclat. Boulogne-le-Valois aussi, où Après, il est après, facteur Speedy X. Smith, Mais, comme l'indique bien son surnom donné par sa grand-mère, parce qu'il est sorti très très vite visiblement du ventre de sa maman, Speedy Smith, ça n'avait rien à voir avec le basket au départ, mais bon, a priori, sa qualité première, c'était de mettre du rythme. Ouais. Sauf que on a un style mis en place par Mehdi Marie où c'est la gestion totale du chrono. On est chez les Grecs. On va au bout des 24 secondes. Combien de paniers au buzzer cette saison? À chaque fois, les adversaires en conf qui disaient ouais, ils relativisaient leur performance quand ils perdaient en disant ouais, mais regardez le nombre de paniers qu'on a encaissés au buzzer, ça veut dire qu'on a quand même bien défendu et un peu la faute à pas de chance ou à la chance du CSP. C'est un peu l'antithèse de Speedy Smith, si je comprends bien. Donc, est-ce qu'il était également dans le jeu le plus approprié pour lui? J'en suis pas sûr. Et puis en plus, c'est un joueur qui devait faire beaucoup de progrès dans la gestion du ballon. On voit que sur la fin de saison, il a stabilisé son tir à 3 points, il a fait du bien à ce niveau-là. Mais dans la main pure, il faisait des super passes cachées. Ça, il en avait quelques-unes, pas mal. Mais dans la mise en place du jeu, de voir 2-3 coups à l'avance pour savoir où mettre le ballon en premier, bah là, non, il n'était pas au niveau, malheureusement. De toute façon, à partir du moment où il sort du 5 majeur à un moment et que c'est Scrub qui mène, ça veut dire ce que ça veut alors, dire. il y a une grosse remise en question, mais je trouve que là, c'était un coaching au bout d'un moment pertinent du coach. Oui. Il fallait le manager un petit peu, le manager et Le challenger. Ouais, le challenger, merci Mm. Jean-Christophe, cherchez le mot. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu l'exploiter sur jeu rapide. Ouais. Combien de paniers faciles, entre guillemets, en contre-attaque, le CSP cette année? Cette saison, ils sont pas Alors, nombreux. un petit mot aussi sur Caboclo et Lampé. Alors, pour le Brésilien, moi j'ai eu ce sentiment en tant qu'observateur. Donc j'étais pas au plus près comme j'ai pu l'être à une époque, mais bon voilà, je regarde quand même un petit peu les choses du basket. Et j'ai le sentiment qu'il a été sous-exploité vu son potentiel et son talent. Est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que Moi, j'en reviens au retour de Jerry Boutielé. C'est-à-dire que quand les deux sont arrivés, parce qu'on pourrait poser la même question pour Bruno Caboclo, en fait, Mathieu Lampé, Bruno Caboclo, ils arrivent, ils ont du temps de jeu, des responsabilités. L'équipe en attend beaucoup parce qu'il y a des absents importants. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Et puis derrière, le retour Jerry Boutielé, on lui redonne plus de 30 minutes de temps de Oui, jeu. mais Caboclo est un poste 4, donc a priori Oui, il je est, pense il est que c'est en, vrai, mais il j'ai est plutôt l'impression que avec Ivernizzi, plutôt en rivalité. je ne quoi. sais pas si ce que je dis est pertinent ou pas, mais oui, sans parler de dire qu'il a été, muselé, Bridé, moi un j'aurais petit dit. peu bridé, peut-être un peu, mais, comme si le coach craignait un petit peu la folie et la jeunesse de Bruno Caboclo. Mais quelque part, c'était ce qui amenait un petit peu de piment également. Voilà. Mais tu restes dans un collectif, voilà. Le nombre de paniers après passe décisive, c'était la grande marotte de Mehdi Marie. Il a raison de mettre ça en avant. C'est le plus haut et de très loin de tout le championnat, le Limoges CSP cette année. Donc vraiment, on sent que c'est le coach qui est dans le collectif avant tout. Sauf qu'au bout d'un moment, le basket, c'est aussi un sport de talent individuel.
C'est un truc que j'avais du mal à admettre quand je suis arrivé il y a quelques temps maintenant. Mais en fait, si, dans le 1 contre 1, si, quand tu as des joueurs qui t'apportent une plus-value à ce niveau-là, il faut l'exploiter. Je pense que Mehdi, ça correspondait pas au jeu de Mehdi Marais tout simplement. Il a bridé en fait. Mehdi a vu en Bruno Caboclo sa naïveté en défense. Il a fait toute sa carrière en NBA. Quand il est arrivé dans le jeu FIBA, je pense qu'il a parfois été naïf en défense et en attaque. Je pense qu'il parfois ça se voyait, il avait du mal à comprendre les systèmes et il n'avait pas la carte blanche pour prendre l'initiative d'aller jouer sur un contre 1. Plein de fois, il aurait pu jouer le 1 contre 1, vu Ouais. l'envergure, il aurait été marqué. Ou des fois, on le voyait dégainer à 3 points, alors peut-être que c'était pas ce qu'on attendait à ce moment-là du système. Et je pense qu'il a payé ces deux facettes de Mehdi Marais qui préférait s'appuyer sur Hugo Nvernizé, qui comprend mieux le jeu, qui s'inscrit davantage dans le collectif. Je pense qu'il a payé ça et c'est pour ça qu'il a joué peu et moins. Ouais. Enfin, moi, c'est mon analyse perso. Oui. Après, J'ai pas eu la réponse. En je tout cas, pense que. franchement, quand ils sont arrivés, quel pied on a pris. Quoi. Ah ouais. Ben, le match qu'il évidemment. fait contre Dijon, tu Ouais, perds même de dès 30. le premier à Cholet, c'est festival. Mais Les oui, 3-4 premiers oui. matchs, c'est incroyable. Ouais. Il adresse à 3 points. Ah Quand ouais. il partait en drive, il avait des enfants en Oui. face. Et en bas âge, les enfants. C'était Et inarrêtable. c'est tellement ça, facile. justement, Oui. c'est ça. Tellement facile. je On pense a ce qu'après, sentiment-là, il a été et derrière, Et il derrière, joue. c'est dans sa Il tête joue, aussi, c'est un il peu joue bon presque moins qu'Ivernity. Et je Ouais, pense, ouais. tu parlais des gens qui s'étaient acharnés sur Ivernity. Ils voyaient ce que était capable de faire Caboclo. Ils voyaient Ivernity, ils se disaient, il joue moins que. Après, Invernizzi, c'est pas lui qui s'automait sur le terrain. Ah quoi, ben non, mais c'est clair. Ouais. Alors, un petit mot sur Lampé. Encore une fois, en tant qu'observateur, j'ai eu l'impression qu'il a un peu souffert sur la fin du rythme des matchs et évidemment de son âge, parce que 36 au ans, début, c'est ça. c'était des masterclass Ah quand ouais. même, hein, qui nous Quel Les beau joueur. fondamentaux, le jeu Quel de beau haut joueur. panier, il Incroyable. avait ce shoot extérieur magnifique et tout. Vraiment, c'était un récital. C'était une leçon de basket secteur intérieur, quoi, Ouais. Mathieu Lampé. Et puis après, il a aussi perdu un petit peu son mood sur ses petits tirs là près du cercle. Ouais. Il y a eu Ouais. une adresse qui a chuté. On sentait comme s'il avait. Pourtant, on se dit un joueur de ce calibre, il part pas confiance. Non, mais Ouais, justement, il a- en plus, c'est il a un moment, perdu un petit un moment quelque de la chose. saison où ça jouait presque 3 fois par semaine aussi. Mais Alors, c'est est-ce vrai que qu'il a, à il a ce pu moment-là, subir le rythme, certainement. Je Ouais. pense aussi. Je Ah. pense que le premier match, je me souviens, l'un de ses premiers matchs, c'est Bourg-en-Bresse. Il joue 35, enfin, il joue un temps de jeu fou, alors qu'il vient d'arriver. Il a fait 2 jours de voyage en voiture. Je pense on avait besoin de lui, mais on l'a surutilisé lors de ses premiers matchs. Et après, je pense qu'il a tiré la langue entre son surutilisation du début et l'enchaînement des matchs où tu jouais. Je crois que tu as joué 5 matchs en 11 jours à un moment donné. Enfin, Ouais, mais c'était est-ce qu'il n'a pas aussi été sous-utilisé derrière donc t'as un Oui, peu voilà, perdu, c'est quoi. ça. De surutiliser de 30 ou plus, tu passes à 12. C'est ça. C'est délicat, je sais pas. après, ces joueurs qui arrivent, je me souviens Fred Weiss, quand il avait repris le basket, il devait jouer 12 minutes, hein, il en avait fait 30. Hein. Oui, c'est C'était à ça. Boulazac, et il fait gagner le match d'ailleurs, plus ou moins. La transition est toute faite, on parlait de l'utilisation des joueurs, on va parler du coach. Alors, je vais poser la question un peu brutalement, est-ce que c'était pas trop grand, trop tôt pour Mehdi Marie avec cet effectif au Limoges CSP? Je pose la question. Kevin. Je me lance en me disant que je me souviens que dans cette émission, on avait dit qu'il avait réalisé une bonne saison quand il avait succédé à Alfred Yulbe. Donc, je pense il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu réaliser une deuxième bonne saison au Limoges SP, mais il y a un fil qui s'est cassé avec l'arrivée de Bruno Caboclo et Massiège Lampé. En fait, je ne saurais pas l'expliquer. Et effectivement, là, peut-être que très clairement, je peux te répondre que oui, c'était peut-être ces joueurs étaient peut-être trop grands pour lui. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui Il s'est y avait cassé à ce trop de moment-là. monde, trop de talent à Ouais, gérer, c'est ça. Ouais. Trop d'ego. Je pense qu'il était très bien dans son effectif là, de 8 joueurs pro, enfin 9 ou 10 joueurs pro, mais en se reposant majoritairement sur 8 joueurs, il était bien là dans cette gestion. La saison se déroulait bien. Et ouais, lorsqu'il a eu 2 joueurs de ce talent, on a été rendu à 11 joueurs professionnels. Je pense qu'il y a le fil qui s'est cassé. Et ouais, il n'a pas su gérer ça. J'arrive pas à l'expliquer, mais il n'a pas su gérer ces 11 joueurs qu'il avait à ce moment-là, quoi. Problème de hiérarchie, remettre, Ouais, en tout cas, oser faire une hiérarchie dans l'équipe. moi, ce que je constate avec Mehdi Marie, déjà, je ne veux pas refaire tout le film, mais il est arrivé coach espoir. Pour la première fois, il t'amène au trophée du futur. Il se construit une popularité, d'ailleurs, comme les jeunes qu'il avait à ce moment-là, à Limoges. Ça lui permet de revenir comme assistant de Yulbe. Yulbe, ça fonctionne pas, il récupère le poste, il te met la défense du CSP qui était à la rue parmi les 3 meilleurs du championnat. Mais pas sur une saison complète, puisqu'il y a eu le Covid et qu'il est arrivé en novembre sur le banc. Donc il a dû faire quoi 2, 3, 4 mois
quelque chose comme ça, même Ouais, pas. ouais, Je sais Faudrait plus revoir. exactement, ouais. Mais en tout cas, gros espoir sur Mehdi Mari. Puis moi, j'aime le côté. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est un Vincent Collet, un machin bidule, pas assez meneur d'hommes. Ça peut être une vraie critique. Pourquoi pas, on peut y revenir. Mais en tout cas, c'est l'équipe avant tout, le collectif, la cohésion entre les gars et tout. Moi, j'aime bien ces valeurs-là dans le sport collectif, quoi. Donc derrière, beaucoup d'espoir. Quand même très déçu cette année. Voilà, globalement, parce que j'ai l'impression qu'en effet, il y a eu peut-être abondance de biens pour Mehdi Mari, je ne sais pas. Que c'était la priorité, on dirait, à ceux qui étaient là en début de saison, mais au bout d'un moment, hein, quand on a qui arrive avec autant de talent, bah désolé, c'est la concurrence qui doit pleinement jouer. Et peu importe qui est sous contrat derrière ou qui ne l'est pas, ou qui est arrivé en premier dans la classe, si celui qui arrive au milieu de l'année Et le scolaire, plus fort. il est meilleur, et ben il est juste meilleur quoi, au bout d'un moment. Donc je sais pas, après on n'a pas évidemment tous les tenants, les aboutissants, Après, on n'est pas dans le groupe. voilà, Et puis après, on peut être très déçu et se dire, mais c'est une vraie question que les dirigeants vont devoir se poser. Elle n'est pas facile, d'autant que l'environnement là met beaucoup de pression pour que le coach change. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision à prendre? Sincèrement, j'en sais rien. Je vais me cacher un peu derrière les propos d'Elric Delors, le coach du Mans, Oui. qui en parlait, qui est un ami de Mehdi Mari, mais qui faisait la comparaison avec Laurent Leniam, qui vient de terminer premier de la saison régulière pour la première fois de son histoire. Et ben, il le rappelait, il y a 3-4 ans, eh ben, ils ont failli descendre avec Laurent Leniam, l'équipe de Dijon. Et c'est parce qu'ils ont fait confiance et qu'ils ont été dans la continuité malgré ces très mauvais résultats du départ, qu'ils n'ont pas cessé de monter derrière, de construire quelque chose d'année après année. Est-ce que c'est pas ça la clé pour le Limoges CSP? Le problème, c'est qu'à Limoges, tu n'as jamais le temps. Voilà, T'as on est temps. sur deux profils Oui. ultra différents entre C'est Leniam et Mehdi quand Oui, même. mais hein. globalement, c'est une approche presque, voilà. je n'ai pas envie de sortir de gros mots, mais un peu philosophique. Quoi. C'est est-ce qu'au bout d'un moment, on laisse le temps au temps, quoi. Moi, je suis Ou est-ce entièrement. qu'à À Limoges, Limoges, non. et ben, dans ce cas-là, Je est-ce suis qu'on y arrivera? Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais la deuxième question que je me pose, c'est quand je pense comme ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais la deuxième question que je me pose, c'est que est-ce qu'il peut repartir avec le fait que le ressort s'est cassé quand même? Il faut se remémorer que tu n'as pas été au top 8 avec l'effectif qu'on avait. Ouais, On mais l'a là, dit en début l'effectif, il faut d'émission. le changer, quoi, clairement. Ouais, En grande partie, de Tu toute vois, façon. quand tu as eu un tel échec, est-ce que tu peux repartir C'est Moi, ça, le problème, c'est l'environnement, en fait. C'est pas que l'environnement me pose problème, hein, mais c'est qu'il va y avoir une grosse pression des supporters, peut-être de groupes de Elle supporters, existe déjà. Hein. par rapport à la présence ou non de Mehdi Mari la saison prochaine, à quel point ça va poser problème au niveau de l'environnement. Et donc, au bout d'un moment, tu peux pas partir en ayant déjà une balle dans le pied, quoi. C'est ça le problème aussi. Après, son coaching, on l'a vu, des fois, c'était à -20 ou des choses comme ça. Il arrivait, il leur faisait un dessin tactique, alors que bon, on se dit, Faut mais leur rentrer dans la gueule, jette, quoi. Comme le jette ta Niam. tablette. Voilà. C'est là où il est dit, Et ouais, puis, c'est un professeur, d'accord, mais pas un meneur Et d'homme. puis, on se rappelle aussi la sortie qu'il a mis à Caboclo En fait, sur un Oui. match où il était déjà dominant. Je Le crois truc, que c'est c'est- sans doute son premier match, et il lui met une sortie devant tout le monde que personne n'a compris. ouais, c'est vrai. Donc, Mais en fait, c'est à quel point aussi après Mehdi Mari, parce qu'il a semblé un tout petit peu psychorigide en fait sur ses décisions, à quel point il va être, parce que tout le monde, nous tous, sur cette terre, on va dire, on a des moments où on doit se remettre en question et se regarder vraiment bien dans une glace. C'est ça, la fin de sa première saison complète en Pro A. Oui. Il avait été coach en Suisse, bon, il avait été coach espoir puis assistant en France. C'est seulement sa première année complète. Donc c'est un rookie en termes de coaching. Et il a quand même beaucoup de qualité pour un rookie. C'est là où moi j'ai envie de le défendre. Par contre, à condition, comme voilà, on est tous amenés à le faire, qu'il se remette vraiment en question, peut-être sur son management, sa gestion, etc. Est-ce qu'il a bien Et fait peut-être sa com aussi, parce que. Peut-être sa com où il lisait. En fait, le hein. truc, c'est qu'il se planquait derrière sa feuille de stats. Il nous faisait les après-matchs qu'il faisait sur le site du Limoges CSP avec Claude à l'époque, Claude Bolotny. Voilà. Il était là, il nous faisait des lectures statistiques. Et puis à un moment, on dire, a besoin d'avoir de la vie. Quoi, et dans- quand dans on a ces moments-là. perdu, bah, on a quand même fait des bonnes choses. On s'en fout, on a perdu à Pau, par exemple. Ok, on a fait des bonnes choses. Mais c'est pas ça l'important. Les fait, supporters et à Limoges, on Toujours n'attend pas ça. partagé. Le truc, c'est qu'il protégeait quoi qu'il arrive son groupe. Oui, Je il a pense qu'il toujours en protégé fait, son il groupe. en fait un principe indéboulonnable. C'est quoi qu'il arrive, je protège mes joueurs. Sauf qu'au bout d'un moment, t'es le coach et ça c'est hyper respectable de protéger ton groupe, sauf qu'au bout d'un moment, à la énième fois, tu as le droit de rentrer dans la gueule des mecs, y compris devant les médias, s'il y a que ça qu'ils entendent, quoi. Ouais. Si dans le secret du vestiaire ça marche pas, au bout d'un moment, mets-les un petit peu devant le fait accompli publiquement, quoi. Ça doit pouvoir exister. Ouais. Mais que de prime abord il veuille protéger son groupe et ses joueurs, c'est éminemment respectable, quoi, je trouve. Alors, on a pas mal parlé du coach. Et puis de la pression qui existe, de l'environnement extérieur. L'environnement extérieur parle beaucoup aussi de la soi-disant absence de dirigeants. Comment vous l'avez ressenti ça en suivant le groupe? Bon, vous étiez vraiment axé sur le sportif évidemment. Ouais, alors déjà tout de suite, mais, ce que ça me fait penser là, il n'y a aucun dirigeant au Portel.
C'est quand même un match décisif. Qu'ils viennent pas tout au long de la saison, d'accord. On les a vus du côté de l'Asvel, super. D'ailleurs, on m'avait Il y avait- glissé, Il y on va aller avait, voir. Tony Parker qui était, peut-être pour ça qu'ils sont allés, Je non? sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, on me dit, ouais, on va aller à Bourg derrière. Je dis, bah Bourg, c'est intéressant. Pour justement aller prendre des idées, voir un petit peu le modèle par rapport à la taille de ville, l'environnement, même s'il y a beaucoup d'entreprises. Du côté de l'Ain, c'est l'Ain. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, en taille, etc., développement, idées, ce qu'on m'avait raconté, j'ai longuement échangé avec Frédéric Sarr d'ailleurs avant que le CSP aille là-bas. Et il disait, le président, en fait, avant de prendre la présidence, il est parti, il a fait le tour des franchises aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont la meilleure expérience, sport et business, Ouais. entertainment et compagnie. Au bout d'un moment, il ne faut pas avoir peur des mots. Et après, il a présenté son projet de reprise. Et voilà où ils sont, comment ils sont en train de construire les choses de manière. Ils n'ont pas été finalement à Bourg-en-Bresse. Donc, et pire que ça, le Portel, c'est un match décisif, il n'y a pas de dirigeant. Alors je sais, c'est loin. Il y a Mais juste- c'est là où un Fred Forté, évidemment, il y serait allé. Mais Alors, oui. ils ne referont pas, comme l'a dit Céline Forté, on y reviendra sûrement Mm, après. mm. Il y aura pas de, on va pas faire du Fred Forté. Il n'y en a eu qu'un, il n'y en aura qu'un. Mais au bout d'un Il n'y en aura moment, pas d'autres. qu'il y ait un dirigeant sur un match décisif au Portel, c'est pas ça qui aurait peut-être changé la face du monde, mais je sais pas, c'est pas un bon indicateur Mm. pour Je moi. précise juste qu'il y avait Benoît Poirot au Portel qui est dans le conseil de surveillance. Ouais, Juste- très bien, mais Benoît Mais Poirot, oui, il n'est pas dans le comité directeur, mais dans le conseil de Et surveillance. personne ne le connaît. Hein, Je précise juste ça, mais ouais. Non, je suis d'accord. Il a tout dit en fait. On nous reprochait à Fred d'être omniprésent, omnipotent, enfin tout ce qu'on voulait, mais ouais, il a manqué quelqu'un pour taper du poing sur la table cette saison, Voilà, tout simplement. Je pense, tout simplement. On va, Juste un petit rebond. À un moment, à partir du moment où le discours de Mehdi Mari, on pouvait présumer qu'il passait plus, est-ce qu'il n'a pas manqué une deuxième voix? Et est-ce que cette deuxième voix n'aurait pas pu être celle de Crawford Palmer? J'ai pas entendu parler qu'il était rentré dans les vestiaires, taper du poing sur la table, alors que légitimement il pourrait. Hein. Après, ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Hein. Oui, alors on voilà. sait pas, Non, ça, on j'en sait ai pas, pas hein. entendu parler. Bah, peut-être qu'il l'a fait, mais on sent pas une implication Bah, Il y a au une soutien fois, du coach. il y a une fois où Euh, Céline Forté et Richard Dacoury sont entrés dans le vestiaire pour parler Ouais. aux joueurs, leur apporter leur soutien, etc. À quel point c'est monté dans les tours, même malgré ce que certains ont pu raconter, je suis pas certain que les murs Non. aient super tremblé. Hein. Non, je crois pas. Non. Ça a été Donc, plutôt même. Enfin, d'après ce qu'on nous avait rapporté à l'époque, c'était plutôt sympa, quoi. On Ouais, est c'est avec du vous, soutien. voilà, du soutien. Ce qui est bien aussi, Bah, il en manière, faut, c'est une il en manière de faut. faire. Après, donc ça pose la fameuse question de l'incarnation, etc. Finalement, celui vers lequel on s'est le plus tourné, alors sportif, mais le coach Palmer, il répondait dès qu'on le sollicitait, il était là, Oui, il oui, non, répondait, mais il est- de ce côté-là, il y a rien à aussi dire. un bon type, un bon gars, j'ai envie de dire, et tout, qui est ouvert à la discussion, qui connaît quand même très bien le basket. Rappelons qu'il est quand même médaillé d'argent avec Fred Weiss aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France à Sydney. Bon, voilà. Mais après, au niveau du club, c'est Pierre Fargeau, qui est aussi une personne très respectable, qui à la base est directeur financier, directeur juridique, aujourd'hui directeur général du club également. Est-ce que c'est à lui de systématiquement répondre à la presse quand on a des interrogations vis-à-vis du club, etc. Je suis pas certain. Non. Mais il a très bien fait le job, attention. Hein. Oui, oui, non, mais Il a totalement ça- assumé le ouais, truc. ouais, Mais ouais. est-ce que c'est à lui en fait de porter ça? Je suis pas certain. Alors Céline Fortel a dit très clairement, et depuis le début elle l'assume, je ne reviendrai pas à Limoges. Elle dit, il y a ma fille qui se prépare à prendre un rôle de dirigeant dans le Enfin, club. Elle a 20 ans. Hein. Voilà, en Donc, attendant, c'est qui le patron? Yves Martinez, qui est un monsieur très respectable, et quelqu'un de très discret. Mm. C'est pas lui qui va aller faire des déclarations ou pousser un coup de gueule dans le vestiaire, quoi. Hein. Non. Donc c'est qui a ce rôle-là? Et c'est quand la grande question. Là, je pense qu'il y a un Ouais. vide. Hein. On va finir là sur la longue interview qu'a donnée Céline Forté. Qu'est-ce que vous en retirez? Il y a une ouverture vers l'avenir. C'est rassurant, ces propos, en disant on va recapitaliser, on va sans doute ouvrir le capital. Après, elle dit quand même que heureusement qu'on ne voit pas le chiffre exact des comptes parce que ça pourrait faire peur. Qu'est-ce qu'il faut en penser là pour la suite du Limoges CSP, Kevin? C'est rassurant ou pas? Bah, je vais laisser répondre Jérôme parce que c'était lui qui a assisté à l'interview. En fait, oui, Mathieu Marot, populaire du centre, moi pour Mm. France Bleu Limousin, on a mené l'interview ensemble. Voilà, donc c'était sympa, on s'apprécie, on se connaît depuis un petit moment, c'était assez complémentaire et tout. 35 minutes, hein, il y a eu en tout. Hein. Ouais. Elle était seule, Céline Forté, elle n'avait pas des gens autour pour surveiller, dire non, ça tu poses C'est pas. important de préciser. Ouais. Et elle a joué le jeu. Et c'était très agréable, je pense, et enfin constructif. C'est pas être constructif, mais on a posé les questions qu'on avait à poser, elle a répondu. Voilà. Si je comprends bien ce qu'elle a pu nous dire, c'est que dans un premier temps, déjà, il y a urgence à recapitaliser. Donc déjà, il fallait retravailler sur la structure juridique du club pour que la famille de Céline Forté recapitalise. Parce que là, le chiffre, elle a dit la fourchette haute, ça pourrait être à peu près 600. Ouais. 600 000. Ça serait peut-être plus proche des 500 000 euros.
Ça fait quand même une somme. Et je pense pas elle surjoue ou qu'elle joue la corde sensible en disant c'est comme en 2004, on sauve le club pour. Je pense Ouais, qu'il y a ouais, ouais, vraiment, si elle fait pas ça, il y a un gros problème. Mm. Et c'est le Oui, Limoges oui, CSP oui, oui. n'est pas la seule structure sportive professionnelle à avoir un besoin de Mm. retrouver des sous. Donc là, ils vont le faire sur leur propre denier. C'est quand même quelque chose à souligner. Enfin, je veux dire, c'est pas neutre. 500 000 euros si ça se confirme. Donc ça, première étape. Et puis ensuite, ouverture au capital. C'est là, est-ce que c'est rassurant ou pas? Ben, j'ai envie de dire, si c'est vrai tout ça, il n'y a pas de raison de douter. C'est d'abord ce qu'elle appelle la love money, c'est-à-dire des amis, en gros des gens qui aiment le Limoges CSP, qui ont les moyens de le soutenir. Mais ils ne vont pas juste donner leur argent. En donnant leur argent, ils rentrent au capital du club. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, à échelle 2-3 ans, mais peut-être avant, des investisseurs en tant que tels qui rentreraient dans l'actionnariat du club. Donc, et elle a eu une petite phrase. Elle a dit on nous accuse souvent d'être clanique. Déjà, elle assume très très bien l'aspect familial en disant bah, on a repris en famille en 2004, il n'y avait personne d'autre. Là, il y a encore besoin de mettre beaucoup de sous, bah, c'est la famille qui le met. Permettez-nous quand même de travailler un petit peu comme on l'entend. Elle l'assume. Moi, je trouve qu'en termes de compétences, je pense qu'il y a des gens compétents, certainement, mais que ça n'a pas été la donnée première. Je pense quand même qu'il y a le côté un peu famille, avec certes des gens compétents, mais qu'il y a peut-être des gens encore plus compétents, mais ils ne font pas partie de la famille. Donc, mais elle l'assume. Oui, oui, Moi, oui, je pense oui, que oui. c'est la compétence qui doit primer. Mais bon, ça, on peut avoir confiance avec des collaborateurs qui ne font pas partie de la famille. Au bout d'un moment, dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Mais bon, soit, c'est leur choix et elle l'assume. Donc voilà. Et donc après, bah, l'idée, c'est de faire rentrer des investisseurs. La petite phrase qu'elle a eue, c'est de dire demain, ce sera plus Forté, même si Forté sera toujours là. Ça sous-entend que le capital sera suffisamment ouvert pour qu'on puisse plus dire bah, c'est la famille Forté, la famille de Céline Forté qui tient seul le club, parce qu'il y aura une ouverture du capital assez conséquente. Voilà. Donc on verra. Maintenant, c'est les faits qui parleront d'eux-mêmes. Voilà, c'est l'avenir qui nous le dira. Quelque chose à rajouter, Kevin? Non, elle était très complet. Bon. C'était cool de l'avoir ici avec Ouais, nous. c'est bien, il fait tout, Jérôme. Là. Ah, je parle trop, je sais. Désolé. En tout cas, c'est terminé. Merci, Jérôme. Avec plaisir. Merci, messieurs. Ce CSP Time est maintenant terminé. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et partager. Et rendez-vous dans une semaine pour le dernier numéro de notre podcast Beaublanc Basket Club. Salut! À bientôt.